Je me suis mis à rappeler effectivement mes amis Pascal Morel, grand arrangeur, grand musicien, qui a quand même eu pour parrain George Michael, donc c'est quand même pas rien, qui a enregistré pour lui ses premières... Ça c'est fou quand même. Ah mais voilà, j'ai des frissons. George Michael est tombé fou amoureux platoniquement avec Pascal Morel, qui était à l'époque, je pense, aussi beau que George Michael. Donc gros coup de foudre en tous les cas sur la musique. Et George Michael a tellement été séduit par le boulot de Pascal qu'il a dit mais moi je vais poser des voix témoins sur ce que tu fais. Ça c'est énorme. Un truc de fou. Mais c'était la période de Wham et tout ça ou c'était avant... Pile après Wham, c'est-à-dire il est en train de basculer et de faire sa carrière solo. Donc okay. Ça devient une puissance énorme. Et ce type quand même qui était d'une simplicité absolue. Hein. George Michael c'est juste un ange sur terre. Et donc la carrière de Pascal a été lancée énormément comme ça. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de musique pour d'autres chanteurs. Je suis un bon ami toujours d'il y a 25 ans, Mao, l'un des plus grands aussi bassistes qui soit en France. Évidemment, tout de suite, ils m'ont dit, on est avec toi. Très vite, NJ Berthias, NJB, qu'on connaît bien pour être coach sur The Voice, elle aussi, qui est si proche dans ma vie, m'a dit tout de suite, mon fifi chéri, je suis là, je viens t'aider, je viens te donner ma voix. Et elle me la donne dans tous les sens du terme. Et donc voilà. Et après, j'avais 9 artistes devant moi. Alors, pour le coup, la Sublime vous dirait, mais c'est pas notre métier d'être chanteuse. Oui, c'était pas du tout. Bah oui, c'était la question en fait. Est-ce que là, pour le coup, vous chantez toutes? Oui. Alors, oui. Les 9 chantent. Là, on n'est pas dans le lip-sync justement, non. Parce que c'est souvent dans le burlesque. Voilà. Et c'est là où moi j'ai eu un pari avec elle, parce que quand je leur ai dit, mais les filles, il va falloir chanter pour moi. What the fuck? C'est pas du tout nous, c'est pas. Et là, pour le coup, c'est vrai que je sortais de leur cadre, parce que quand on est artiste drag queen, on doit faire plein de choses, mais chanter live, c'est un vrai challenge, hein, vraiment. C'est pas spécialement. Oui, c'est ça qui m'a fait accepter. Enfin, je veux dire, il m'a dit, moi, tu dois aller au studio, enregistrer ta voix. J'ai dit, tu es chanteur, non? Chanteur ou chanteuse, non? Donc, vraiment, pour le coup, et bah, un challenge en plus, une corde, je dis pas que je suis le meilleur chanteur, je suis pas Céline Dion ou quoi que ce soit, mais une corde en plus, on va dire, où c'est... je dis pas que j'ai l'habitude maintenant, mais... Ça t'a révélé autre chose de toi. Oui, voilà, tu te dis que tu peux le faire, quoi. Du coup, c'est Angie qui a coaché, en fait. Alors, non, pas du tout, parce que j'ai l'honneur et la grande fierté d'être le coach d'Angie. On en rit beaucoup, parce que j'ai dit « good coach or bad coach ». Et évidemment, c'est un jeu, puisque NJ ne fait que coacher. Et pas n'importe qui, parce qu'elle a coaché Maria Carey, des gens quand même qui c'est costaud quand même. Céline Dion, Johnny. Mais du coup, les chansons, parce qu'il y en a 7, hein, c'est ça? Alors, il y en a 7 originales, et il y aura que du coup 7 chansons sur scène, ou il y en a d'autres aussi? Oui, alors si, il y a un petit Bon Appétit qui traîne évidemment de Katy Perry, parce que là, elle l'a fait, donc je peux pas faire derrière, quoique quand même j'ai un plan B. Il y a Fais-moi du couscous, Fais-moi du couscous. Donc ça, voilà, c'est une petite blague. Un año de amor pour Mariska, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un petit tour du monde, un petit medley tour du monde. Et donc là, effectivement, j'ai pas créé ces musiques-là. Mais les 7 originales, c'est toi qui as écrit et composé. Absolument, et tout ça est vraiment en famille. Pascal, Mao et NJ, toujours qui m'aident beaucoup. NJ qui m'a beaucoup aidé sur Shock Devotion, cette chanson autour du chocolat, et sur Amuse-Bouche, version NJ, comme on dit entre nous, qui est où là. Pourquoi je dis que je la coach, mais vraiment avec des guillemets énormes, c'est parce qu'à un moment, NJ, il faut lui donner des mots-clés. Et NJ, quand je lui ai dit, voilà, il faudra que tu chantes cette chanson-là, et il faut que je lui donne des clés. Et les clés que je lui ai données, c'est que je lui ai dit, il faut que tu sois très girly, très attitude, parce que là, c'est pas toi qui... Enfin, tu la chanteras peut-être, mais sur le principe, c'est surtout une chanson à lip-syncer. Donc c'est une chanson pour les filles. Donc NJ me la chante comme une... comme si c'était une drague, dans la peau d'une drague, elle prend pas normalement ces intonations-là. Mais pour moi, il fallait qu'elle soit très girly. C'est ça. Donc pour l'instant, il n'y a que Amuse-Bouche qui a été clippé. Oui. D'accord. Donc vous avez prévu de clipper les autres? Oui, Put a Drag va être clippé. On a déjà le scénario et là, voilà, on attend un petit peu de monter la production. Mais voilà, Put a Drag on the way, évidemment, un gros titre.
Il a été classé, je ne sais plus, 7e sur 100 par un journaliste canadien. Ouais. Donc il y a un petit embrasement sur Put a Drag et donc évidemment... Moi je l'ai mis en playlist aussi, hein. C'est un peu super. C'est un trim, quoi. Oui. Alors, ces deux garçons, c'est Jérémy et Simonet. Bochet et Christophe Haro. Voilà. Oui, danseurs au Lido de Paris. Je connais ces gens-là très bien et je sais leur talent et je sais leur professionnalisme. Toi, ça a été évident. Nous, ça a été très surprenant. C'est vrai. Dans le sens où qui va acheter des places gastronomiques pour aller voir des hommes habillés en femmes. Malgré cette petite question, j'avais hésité une seule seconde parce que c'est à Paris. On est à Paris, on est en 2020, donc moi je suis arrivé en 2019. En 2019, qui, à l'heure actuelle, paye des drags au cachet intermittent? C'est ça, avec ce genre de projet. Un businessman, enfin une prod, un producteur, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. Les seuls shows qu'on voit avec des prods, c'est au Folies Bergères, au Casino de Paris, c'est des shows avec des noms d'affiches, etc. Là, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de nom d'affiche, on n'est pas connu ou quoi que ce soit. Enfin, elles sont très connues dans leur milieu. Le public, le grand public ne le connaît pas. Voilà. Le grand public connaît mes chefs. Donc, c'est là où je veux aussi faire les vases communicants, c'est-à-dire le potentiel des chefs, de dire waouh, si Éric Guérin est dans cette aventure, c'est ça. Alors c'est que c'est ça. Ça va aider à ouvrir les esprits. On est en 2020 certes, mais en plus à Paris, en France, le milieu du drag, il est classé déjà, c'est-à-dire il est confidentiel. Il est encore dans une forme de confidentialité. Il est en boîte de nuit, il est gay, il est tout ça. Alors que là, pas du tout. Notre clientèle, elle est pas forcément, enfin, il n'y a pas de sexualité visée. Et du coup, c'est des gens de la vie quotidienne, des chefs qui ont de la visibilité, qui ont du pouvoir, tout ça, avec des artistes un peu encore dans l'ombre, à Paris, en France, et atypiques, c'est deux poids deux mesures en fait. Oui. Et là, avec ça, on arrive à être un peu égalité finalement. On est autant mis en avant qu'un chef qui a de la visibilité, etc. Alors, je suis le plus vieux ici, effectivement, j'ai 50 ans et j'ai connu les années 90. Et les années 90, c'est l'explosion des drag queens. L'explosion, c'est la première grande époque des drag queens. Effectivement, RuPaul naît déjà dans les années 90. On va à la piscine de Ligny, on va au Queen. Les drag queens sont dans le métro, on en voit partout. On est avant 90 même, parce qu'on va dire que on est en 86 et il n'y a pas encore le sida, il n'y a pas encore les terroristes, rien n'a pété. Et donc on est dans une forme de bulle où le monde est merveilleux. Et donc dans ce monde merveilleux, il y a les drag queens. 70, finalement. Et voilà, et dans ce moment-là, effectivement, tout le monde va bien, personne ne juge personne, les drag queens prennent le métro comme n'importe qui, il y a comme ça un lâcher-prise énorme. Tout ça va s'écrouler, on le sait avec la fin des années 90, les premiers attentats, et puis 2000, les années 2000, 2010, 2020, on est en 2020. Aujourd'hui, cet underground revient, mais Sublime a raison, c'est encore très confidentiel, c'est encore très enfoui, c'est pas mainstream comme on dit, ça est en train de le devenir, mais pour Vogue ou pour des grands magazines qui font des coups de bluff. Aux États-Unis, à Berlin, au Canada, encore plus à Londres. On a évidemment une autre culture. Mais ils sont plus avant-gardistes aussi, de manière générale. C'est ça. Et nous, on est un peu plus latin, un peu plus espagnol, un peu plus italien. Et donc, nous, on aime bien s'encanailler, mais dans le secret, on va dire. Puisque là, c'est au vu de tous. Et on comprend pas spécialement. Aux États-Unis, Canada, on va comprendre tout de suite le mot artiste drag queen. Qu'ici, en France, quand on dit drag queen, on pense perversion ou sexualité, enfin on pense vite déviance. Oui, voilà. Les pride, homosexuels, hommes qui s'habillent en filles, hommes efféminés, tout ça en fait. Got to feel it, got to feel it.